Bonjour mesdames, messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue en ce dimanche 3 mai 2020, journée mondiale de la liberté de la presse. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé à cette corporation qui a toujours été des combats que l'humanité a eu à mener. L'exemple du Covid-19 où les journalistes sont en première ligne, comme vous le savez. Le coronavirus, justement, cela fait 2 mois qu'il est au Sénégal. Entre bilan et perspective de la gestion de cette pandémie, nous sommes avec un ancien ministre de la Santé, Abdou Fall, à la tête de ce département à 2 reprises d'ailleurs, 2001 et puis 2005-2007. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Omar. Merci beaucoup d'être venu à cette émission. Je dois préciser qu'à ce titre, vous avez eu à gérer des épidémies dans notre pays, comme le choléra. 2 mois, 1182 cas, dont 800 encore sous traitement. La maladie à coronavirus a beaucoup progressé ces derniers temps chez nous. Cette évolution et la réponse apportée dans la prise en charge de cette maladie-là, quelle appréciation vous en faites? Merci Omar de me donner l'occasion de partager un peu des vues et la petite expérience que j'ai du secteur pour dire que nous sommes là en face d'une pandémie qui apparaît sous des formes inédites, qui a pris très rapidement des proportions sans précédent, on peut dire, dans l'histoire de l'humanité, et qui a causé beaucoup de décès, cas de décès. C'est de ce point de vue qu'il s'agit là, je dis, le Sénégal, avec l'humanité, fait face aujourd'hui à une crise sérieuse qu'il faut gérer comme telle. Et fort heureusement, le leadership politique sénégalais s'est engagé de la façon la plus totale, la plus entière et de la façon jusque-là la plus efficace pour nous permettre de gérer et de contenir cette épidémie. Cette épidémie, bon, en termes d'évaluation, ce que je pourrais dire, c'est que elle nous met face à 3 défis majeurs. Le premier défi, c'est un défi de sécurité sanitaire. Le Covid-19 a révélé au monde entier l'importance du secteur de la santé. Pour comprendre que les questions de sécurité ne se posent pas seulement en termes de défense, mais elles se posent aussi et avant tout en termes de santé. Parce que même les forces de défense, si elles ne sont pas en bonne santé, elles ne sont pas opérationnelles. Donc c'est un peu cette dimension qui a justifié cet engagement aussi fort de l'État au niveau le plus élevé pour gérer la question assez rapidement, pour évoluer des urgences sanitaires à la sécurité nationale. Deuxième défi, c'est un défi de souveraineté sanitaire. Autrement dit, en termes de capacité de notre nation et de la société à mettre au point et en place le dispositif sanitaire approprié pour faire face à la maladie de façon générale, à une épidémie qui est arrivée de façon aussi brutale et aussi inattendue et de façon aussi puissante sur la communauté nationale. C'est le deuxième grand défi, le système, l'offre de soins, la prise en charge et l'offre. Et le troisième défi, c'est un défi de conscience sanitaire. C'est le troisième enjeu du combat. Parce que aujourd'hui, je pense que notre pays, les citoyens, ont rarement eu autant conscience de ce que représente leur capital santé dans leur existence. Et de la nécessité de se doter des moyens de préserver ce capital qui est le capital le plus précieux pour un être humain. En Wolof, on dit « soxla su dee ñaar feebar da see bokkul ». Autrement dit, si tu as 2 problèmes, c'est parce que tu n'es pas malade. Parce que lorsque tu es malade, ton unique problème, c'est de recouvrer ta santé. Et aujourd'hui, cette conscience est installée et on voit. Alors, donc, sous ces 3 rapports, je pense que, autant du point de vue de la prise en charge politique, donc sécuritaire, l'État a été
le plus loin possible dans la mobilisation politique, financière, et de toutes les ressources, et de toutes les forces, et de tous les leviers sociaux pour faire face. Oui. Je pense que de ce point de vue, les objectifs ont été largement atteints. Oui, l'État a joué son rôle. Son rôle. Oui. Deuxième niveau, pour ce qui concerne les enjeux de système, de gouvernance du système, je pense que le monde entier s'accorde pour reconnaître que les professionnels de la santé n'ont jamais été aussi engagés dans un combat pour préserver la santé des populations et aider les malades à recouvrer, y compris d'ailleurs en mettant en jeu leur propre sécurité sanitaire. Alors, donc, de ce point de vue, et de tout ce qui a été mis en place comme dispositif d'offre, je pense que le Sénégal a été également répondu aux attentes. Maintenant, le troisième problème, et c'est là le grand sujet, c'est la conscience sanitaire. C'est de ce point de vue qu'on a eu d'excellents résultats. Si on observe la capacité dont on a fait montre pour contenir l'épidémie et tous les actes qui sont en train d'entrer dans la banalité de la vie des citoyens, mais il reste encore un gap à combler qui s'exprime à travers la multiplication des cas communautaires. Absolument. Donc ça signifie que c'est au niveau de la prise en charge sanitaire de la pandémie par les citoyens et par les communautés qu'il y a aujourd'hui à faire l'effort principal. D'accord. Vous parlez là d'une réponse communautaire à la stratégie qui est déployée. Il y a un élément essentiel, la communication. Mais absolument. Est-ce que vous pensez que jusqu'ici, elle a été bien menée? Oui. Alors, dans la prise en charge communautaire, il y a deux dimensions essentielles. La modification des comportements, l'acceptation et l'intégration des mesures, gestes barrières édictés par les personnels de santé. Et de ce point de vue, quand même, quoi qu'on dise, on a senti qu'il y a davantage, beaucoup d'efforts, voilà, en matière de prophylaxie, de préservation d'hygiène qui ont été faits, qui sont en train d'être réalisés. Aujourd'hui, nous sommes tous frappés par l'élan très important qu'on a noté pour ce qui concerne le port des masques. Il y a également une forte évolution. Mais par contre, on se rend compte que c'est sur la distanciation que les problèmes continuent d'exister. Donc ça signifie que dans notre manière de vivre, nous avons, au fond de nous-mêmes, des problèmes pour gérer cette question de la distance. Il va falloir apporter des réponses. Voilà. Parce que je vous cite par exemple le propos du président de la République au dernier Conseil des ministres. Il faut aller vers une communication de proximité efficiente et adaptée. Voilà. C'est de ce point de vue que je dis qu'il y a les deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension individuelle, au niveau des comportements. La deuxième dimension, c'est la dimension collective. Il faut qu'à l'échelle de chaque ménage, à l'échelle des quartiers, des villages, des terroirs, que la communauté se mobilise davantage pour s'approprier les gestes, les intégrer. Et ça, c'est le plus difficile. Et c'est de ce point de vue que je considère que l'effort principal doit être mené aujourd'hui. Alors, donc c'est tout un travail d'éducation pour la santé. Parce que et pour cela, il faut intégrer les acteurs à la base. Mais c'est dans fondamental. Le combat. C'est le combat de la base. L'État a fait vraiment tout ce qu'il pouvait faire en termes de mise à disposition de l'offre de soins, mais en termes également de solidarité verticale. Maintenant, le système de santé a montré un engagement sans limite. Les professionnels. Le travail principal, l'effort principal à entreprendre aujourd'hui doit être centré sur le comportement et des individus et les comportements à l'échelle de la communauté. Et c'est ce basculement dans le comportement qui nous permettra de faire face aux cas communautaires et d'endiguer à terme. On doit s'adresser à qui particulièrement? Aux chefs de village, chefs de quartier? À tous les niveaux. Je pense que les imams ont un rôle. Mais là, la difficulté, c'est que la forme, on est obligé d'utiliser des supports parce que on ne peut pas se bouger. C'est parce que la mobilité constitue un facteur de propagation
du virus. Alors, donc il faut, moyen. voilà, il faut trouver des moyens alternatifs. C'est ça qui rend aussi la question plus difficile. Il faut qu'à l'échelle des communautaires, les voix qui sont écoutées. Et de ce point de vue, je considère que les guides religieux ont un rôle extrêmement important à jouer. Parce que d'abord, ils sont écoutés, mais ensuite, ils ont une maîtrise de la communication communautaire non institutionnelle qui leur permet d'accéder plus facilement, de faire approprier le discours par les cibles. Donc, ils ont un rôle les communicateurs traditionnels ont un rôle à jouer. Les mouvements de jeunes, de femmes ont un rôle à jouer. Les guérisseurs, parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Dans nos sociétés, la première référence des citoyens, c'est les tradipraticiens. 80% des Sénégalais, et ça, ce sont des chiffres attestés par l'Organisation mondiale de la santé, leur première référence, c'est les guérisseurs et les tradipraticiens. Ce n'est pas l'hôpital. Oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, souvent, lorsqu'ils arrivent aux structures de soins, pour les cas qui n'ont pas pu être pris en charge, on est en difficulté. Alors, c'est de ça aussi. Il faut regarder chaque... Nous avons une réalité... faire appel à eux du point de vue de la sensibilisation. Mais absolument. Pas côté non, du point de vue de la sensibilisation. C'est-à-dire parce qu'eux-mêmes, ils sont exposés comme tout le monde. On a vu des marabouts qui ont pris le virus et qui l'ont propagé. Oui. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, n'eût été l'intervention des guides religieux au départ, pour accepter les mesures proposées par le gouvernement et par le chef de l'État, il est évident qu'on n'aurait pas pu gérer le phénomène tel que c'est le cas. Okay. Donc c'est à ce niveau que le travail le plus important doit être effectué. Inventer maintenant, parce que là aussi, il faut qu'on soit inventif. Il faut qu'on soit le plus inventif, il faut qu'on soit le plus ouvert, et il faut qu'on comprenne aussi que notre société est une société qui fonctionne à plusieurs vitesses. Voilà. Nous avons une société qui fonctionne sur le modèle... nous avons le pays légal et le pays réel. Le pays légal, c'est le pays des institutions, voilà, mais le pays réel, c'est le vécu des quotidiens des citoyens à l'échelle de leur terroir et qu'ils fonctionnent sur des logiques qui, a priori, peuvent ne pas être les mêmes que celles qui sont celles des nôtres. Voilà, ils fonctionnent sur d'autres paramètres et ça, on doit en tenir compte. D'accord. Il faut donc insister sur l'importance de la sensibilisation pour la rupture de la chaîne de transmission. Absolument. Mais aussi prendre le bâton quand il le faut, parce qu'on a vu que, du point de vue de la discipline et du sens civique, il y a des problèmes. Oui. Alors, notamment dans le transport interurbain, on l'a vérifié. Vous savez, cette crise aussi, ce qu'elle a révélé, c'est l'importance d'avoir un État fort pour une nation. Un État faible nous met en péril. Oui. Si le Sénégal n'avait pas un État fort, porté par un leadership fort et éclairé, il est évident qu'on n'aurait pas pu résoudre les types de problèmes qu'on a rencontrés depuis le départ. Les formes de résistance de toute nature. L'État a été fort, l'État a été crédible, l'État a été convaincant. Et l'État a assis sa légitimité renforcée par la mobilisation de ressources conséquentes pour renforcer le système de soins et également voler au secours des catégories qui étaient les plus vulnérables. Donc ça, c'est la première grande leçon que nous devons tirer aussi de cette expérience. Une nation, aujourd'hui, aucune nation au monde ne peut fonctionner de façon efficace lorsque l'État est affaibli. Oui. L'État faible nous met en péril. Alors, donc ça, c'est un acquis très important. Et de ce point de vue, il faut savoir combiner aussi éducation et aussi rigueur. Je pense que beaucoup de mesures ont été annoncées. Par exemple, on ne peut pas faire face à une telle pandémie si on n'accepte pas volontairement de renoncer à des espaces de liberté. Oui. Accepter que nos libertés soient restreintes. C'est ce qui a été le cas avec le couvre-feu. Et je suis extrêmement fier de constater la manière avec laquelle les Sénégalais ont accueilli cette mesure. Voilà. Alors, donc ça signifie que l'État et les communautés et les leaders continuent d'avoir, on est une société où le leadership politique, le leadership religieux, le leadership social est encore suffisamment fort pour pouvoir parler aux citoyens et faire respecter leurs paroles. Ça, c'est un acquis que nous devons consolider. Maintenant, vous aurez remarqué que tous les pays où les gens ont pu gérer l'épidémie dans des proportions qui n'ont
leur ont permis de ne pas déborder le système de santé, c'est des pays organisés, c'est des pays disciplinés, mais c'est aussi des pays où les populations ont un niveau éducatif très élevé. Oui. L'expérience montre que plus le niveau culturel, technique et scientifique du peuple est élevé, plus ce peuple est outillé pour gérer son capital santé et gérer des crises dans l'ordre et la discipline. Ce qui est la première condition de l'efficacité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, l'importance des médias, des campagnes de masse et du discours éclairant en direction des populations pour que l'adoption des gestes soit quelque chose d'accepté et de consenti, c'est fondamental et je pense que c'est à notre portée. D'accord. C'est d'ailleurs ce qui a motivé cette nécessité de mettre en place des mesures coercitives par les autorités pour évidemment montrer que l'État doit être là, fort, dans des contextes pareils. Mais c'est clair, c'est clair. Il le faut, mais maintenant, écoute, il faut le combiner aussi avec le travail d'éducation. Oui. Voilà. Et d'information. Et je pense que notre peuple est suffisamment... Parce que tu sais, vous savez, le Sénégal, la chance que nous avons, c'est qu'on a d'abord, on a un système d'autorité qui marche encore. C'est une chance. Deuxièmement, on a un peuple qui est attaché à la vie. On est un peuple joyeux, qui aime la vie. Et on a un peuple aussi qui est attaché à la paix. Or, la première condition de paix, c'est la santé. La santé, oui. Voilà. Alors donc, de ce point de vue, je pense que le contexte est suffisamment favorable. Moi, quand je vois que je circule et que je vois un peu l'élan des Sénégalais autour des masques, quand je vois partout, les premiers jours, c'était les femmes qui étaient les plus engagées. Voilà. Et après, tu as vu les jeunes et de plus en plus, c'est devenu un peu entré dans notre quotidien. Je pense qu'en poursuivant il faut les mesures de fermeté, par exemple, respect des distances au niveau des véhicules, il faut le faire. Ce n'est pas négociable. Au niveau des marchés aussi, parce que c'est là où vraiment on a les foyers les plus actifs. Voilà. Là aussi, je pense qu'il faut... de nouvelles mesures. De nouvelles mesures, suffisamment contraintes. Mais en même temps, on a été inventif. J'ai vu que beaucoup de préfets et gouverneurs sont en train de construire des formes de prise en charge des besoins des gens, voilà, sans pour autant les exposer. Par exemple, il y a des marchés ou quelque part, je pense à Dakar et dans certaines localités, où les préfets ont décidé de fixer des jours pour les types d'activités. Voilà. Tel jour, c'est les produits alimentaires. Tel jour, c'est les autres produits, etc., etc. Et je pense que justement, c'est ça l'intérêt. Voilà. C'est la mauvaise chose qu'il y a, la bonne chose qu'il y a dans la mauvaise chose. Ça, Vous savez, les Japonais, le mot crise, il lui donne deux significations. Il signifie péril, difficulté, mais il signifie aussi opportunité. Absolument. Alors, aujourd'hui, quoi qu'on dise, on gère le contexte, mais en même temps, ça ouvre beaucoup d'opportunités dans le développement de cette conscience sanitaire et de la nécessité de gérer le capital santé. Et ça, c'est un acquis. Et les bons gestes qu'on est en train d'installer en termes d'hygiène, c'est l'occasion aussi de les consolider pour qu'on sortir même de cette crise. Parce qu'il faut qu'on sache qu'on vit dans un monde, le 21e siècle, va faire face à de nouvelles types de pathologies. Les épidémies et les maladies chroniques, cardiovasculaires en particulier, sont en train de devenir les premiers facteurs de maladie. Alors, et ça, il faut que dès maintenant qu'on se prépare à gérer ces pathologies. Or, toutes ces pathologies, on ne peut pas les gérer en dehors de la prévention. Il faut développer des réflexes, une culture de pratique de la prévention. Et c'est de ce point de vue que je considère qu'il y a là un chantier extrêmement important. Aujourd'hui, il est clair, les gouvernements du monde sont entre la nécessité d'une reprise des activités, parce qu'il le faut, et maintenant cet impératif de santé publique qui les oblige à confiner les populations. Ce dilemme-là, vous voyez cela comment? C'est ça la grande. Par exemple, moi je vois que... Le casse-tête du déconfinement, on va le dire comme ça. D'ailleurs, ça fait partie des sujets sur lesquels que je pense qu'on n'a pas suffisamment traité dans le débat public. Ce que le Sénégal a réussi jusque-là,
c'est d'une part de faire face à la pandémie de la façon la plus efficace, mais sans pour autant bloquer totalement notre système de production et notre appareil de production. C'est ça. C'est ça qu'on a réussi. Parce que la finalité de tous ces actes qu'on pose en matière de prévention, c'est de permettre que les hommes et les femmes puissent travailler, les enfants puissent se former, que l'école puisse continuer de marcher, de fonctionner, sans que les gens soient exposés à la maladie. Et c'est cette équation. Et de ce point de vue, quoi qu'on dise, nous avons réussi, nous avons pris des mesures de restriction. Parce que le couvre-feu peut être considéré comme un confinement partiel, on a pris beaucoup d'autres mesures aussi dans ce sens-là, mais telles que la fermeture des écoles, la fermeture des frontières, etc., etc. Ça nous a permis de contenir l'épidémie dans des proportions qui n'entraînent pas un blocage systématique de l'appareil productif tel que c'est le cas dans certains pays. Et c'est de ce point de vue, d'ailleurs... Mais malgré tout, quand même, on sent qu'évidemment, il y a des conséquences. Les conséquences sont là. C'est ça qui a expliqué tout le plan de résilience économique et sociale, ce programme qui est en train d'être lancé. Parce que dès les premières semaines, parce que nous avons une structure de production dans laquelle le secteur informel occupe une place importante, et ce secteur informel a été très impacté. Il y a des secteurs également stratégiques qui ont été fortement impactés, l'hôtellerie, la restauration, etc., le transport, et il fallait aussi voler à leur secours. Mais de façon générale, le système a continué de tourner. Et ensuite, l'autre opportunité que ça ouvre, c'est le télétravail. Aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, voilà, les gens ont adopté le système du télétravail. Ce qui est certain, donc, l'après-Covid-19, la Covid-19 aura permis de tester beaucoup d'outils, voilà, de gestion de notre vie quotidienne, y compris notre vie professionnelle, qui pourront être améliorés, perfectionnés et permettre également d'autres avancées. Parce qu'encore une fois, nous ne faisons aucune illusion, il faut qu'on soit préparé de plus en plus à mener nos activités tout en gérant notre capital santé face à des épidémies qui apparaissent dans des conditions. Voyez, qui pouvait imaginer que de façon aussi brutale, le Covid-19 pouvait apparaître et avoir cette fulgurance voilà, qui entraîne un blocage systématique. Et ça nous ramène aussi à notre humanité. Une autre leçon intéressante à tirer de cette crise déjà, c'est une leçon d'humilité. Parce que personne n'est épargné. Oui. Les pays riches comme les plus faibles. Et quelque part, les pays puissants ont été même plus atteints que les pays qui ne le sont pas. Alors tout ça, c'est toute une réflexion stratégique qu'il va falloir entreprendre pour reviser. C'est pourquoi lorsque le président Macky Sall parle de la nécessité de penser un nouvel ordre mondial, un nouvel humanisme, une nouvelle humanité, je pense que nous avons là également de bons sujets. On va y revenir tout à l'heure. Mais faut-il, comme le disent certains, alléger dans ce contexte-là les mesures de restriction? Tout dépend. Hier, le président a pris la décision de prolonger l'état d'urgence jusqu'au mois de juin. On est aujourd'hui, je crois, le 3 mai. Ce mois doit être un moment de défi pour les Sénégalais. Ouais. Il nous faut encore, après les discours du président, et en particulier le dernier qui a débouché sur l'état d'urgence, provoquer de nouvelles ondes de choc pour qu'il y ait un sursaut. Et c'est comme ça qu'une nation aussi se construit. C'est face aux défis. C'est dans les défis que les nations se construisent. Aujourd'hui, c'est le moment pour les hommes politiques, l'État, les décideurs, les hommes politiques, de façon générale, qui ont fait montre d'un patriotisme remarquable, dont nous sommes tous fiers, la société civile, les organisations sociales, syndicales, les guides religieux. C'est le moment pour nous tous sans exception, de nous dire cet objectif du 2 juin, il faut qu'on l'atteigne en... Donc cette prolongation est un message pour dire qu'on a un mois encore pour relever le défi. Voilà. Pour relever le défi. Ouais. Pour relever le défi. Et ça, c'est comme ça qu'une nation se construit. C'est ça la force des nations. Voilà.
Et c'est de ce point de vue que je considère que cette expérience peut nous ouvrir beaucoup de perspectives. C'est une expérience de crise, c'est vrai, mais qui peut ouvrir énormément d'opportunités dans notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la société, notre rapport au monde. Oui. En perspective, il y a la réouverture de l'école prévue le 2 juin, justement. On a les moyens de réunir les conditions, donc. C'est ça l'objectif. Pour réussir ce pari. C'est le challenge qu'il nous faut réussir. C'est le challenge que nous devons gagner. C'est le défi que nous devons relever. Parce que l'école, c'est important. Quelle que soit la volonté de réouverture des classes, et en particulier pour les classes d'examen, pour éviter que l'année soit perdue, si en amont, il n'y a pas un sursaut de la société dans son ensemble, là je ne parle plus de l'État ou de la société, pour agir sur le rythme de propagation, et en particulier sur ce qu'on appelle les cas communautaires, l'État, le moment venu, parce que quelle que soit la volonté de l'État d'ouvrir, s'il se rend compte que la situation s'aggrave, mais écoute, il ne pourra pas. L'État ne va jamais... L'école étant un milieu sensible. Sensible, c'est évident. Donc, c'est de ce point de vue qu'il y a un sursaut et que les parents, chaque parent, parce qu'il n'y a pas un parent au monde qui n'a pas des enfants à l'école et qui n'a pas le souci de la réussite scolaire de ses enfants. Voilà. Parce qu'une année blanche et invalidée est une année c'est catastrophique pour la nation et pour les jeunes dans leur carrière. C'est une occasion d'un sursaut. Il y a 2 catégories qui doivent faire l'objet d'une attention particulière dans notre communauté aujourd'hui. C'est les personnes âgées qui doivent être protégées. On doit être dans nos ménages, dans nos communautés, extrêmement attentifs à la protection des personnes du 3e âge. Les enfants. Ouais. Les couches vulnérables. Les couches vulnérables. Et naturellement, les personnels de santé, leur protection. Ouais. C'est important. Ah, mais c'est fondamental. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la première série des 5 mesures du président de la République, il avait accordé une place importante au fait de réunir les conditions de garantir la sécurité des personnels soignants. Nous avons vécu, n'oublions jamais qu'on a vécu d'autres pandémies en Afrique. Le VIH a décimé les personnels de santé en Afrique comme jamais aucune autre pandémie ne l'avait fait. Parce que ce qu'il faut savoir, et ça c'est une contrainte très forte qui pèse sur nos systèmes de santé. Moi, lorsque j'ai quitté la santé en 2007, l'évaluation qu'on avait faite de la situation, l'état sanitaire du monde, avait révélé que l'Afrique, avec 16% de la population mondiale à l'époque, supportait à elle seule 80% de la charge de morbidité pour les maladies virales, bactériennes, parasitaires et microbiennes. Ouais. Avec seulement une capacité de réponse de 5%. Donc, en termes de personnel de santé. Les effectifs de santé africains ne représentaient que 5% des effectifs mondiaux de santé, de santé à l'échelle mondiale, alors que le continent supportait 80% de la charge de morbidité. C'est pourquoi la protection des personnels de santé est capitale. Et le Sénégal, justement, de ce point de vue, a quand même, si on regarde le rapport entre le nombre de personnels soignants et la taille de la population, le Sénégal a fait des avancées extrêmement importantes de ce point de vue. Et c'est pourquoi ce capital-là, il faut le protéger, parce que notre santé dépend de leur existence d'abord et de leur performance ensuite. Alors, avec le Covid-19, évidemment, tous les systèmes de santé du monde ont été éprouvés. Au Sénégal, vous l'avez dit, il y a l'expertise, il y a l'expérience qui sont reconnues. Vous-même, je l'ai rappelé à l'entame de cette émission, vous avez eu à gérer des épidémies dans ce pays. Mais est-ce que le Covid-19 n'a pas quelque peu remis en cause ces acquis-là? Au contraire. Ah oui? Ah mais au contraire. Moi, je pense que, d'abord, ce qui nous a permis de faire face jusque-là et de contenir l'épidémie dans des limites encore gérable, parce que le système de santé n'est pas encore débordé. Et ça, d'ailleurs, c'est une tendance générale en Afrique, ce qui est une excellente chose. Bon, je pense qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu que les professionnels, les scientifiques nous diront. Ça, ce n'est pas notre domaine. Mais le constat est là.
notre système a pu être réactif pour 3 raisons. La première raison, un leadership affirmé, préventif. Deuxièmement, notre expérience de gestion des épidémies. Oui. On a géré, moi, comme vous le dites tout à l'heure, j'ai géré le choléra en 2005 comme en 2006. Le Sénégal a géré Ebola. Indirectement, il a fallu mettre en place un dispositif extrêmement puissant pour éviter qu'on soit. Et nous avons également, troisième donnée, un système d'alerte, de surveillance épidémiologique extrêmement important. Système de dépistage aussi. Et de dépistage et de prise en charge. Ça, c'est autant d'acquis que nous avons. Et qu'avec le Covid, on est en train de renforcer. Oui. Aujourd'hui, des moyens colossaux, je pense que plus de 65 ou 64 milliards sont mobilisés pour renforcer le dispositif de soins et notre capacité de réponse. Et ça, je pense donc de ce point de vue, parce que c'est avec le Covid qu'on s'est tous rendu compte davantage du fait que la santé est une question de sécurité nationale. Pas uniquement de santé, quoi. Oui. Alors, et ça, c'est une opportunité pour le secteur et c'est valable pour nous et je pense que le monde entier va en tirer les leçons. Ouais. La première leçon, il faut renforcer les systèmes de santé, les budgets de santé, investir le plus possible en Afrique sur les personnels de santé, d'une part, mais il faut aussi qu'on comprenne qu'on a une communauté de destin, mais l'affaire ne vient pas de nous. C'était le sens de ma question. Je veux dire, en dépit des acquis, il y a eu quand même des failles qui ont été révélées naturellement et normalement. Oui, je veux dire qu'il y a naturellement tout n'est pas parfait. Mais je veux dire que par rapport à notre contexte, par rapport à aux possibilités de nos pays, je pense que le dispositif que nous avons mis en place nous a permis jusque-là de gérer globalement. Mais on gère parce que le flux n'a pas encore atteint une intensité un certain seuil d'intensité. Oui. Les pays qui étaient mieux outillés que nous, les pays industriels avancés, qui ont des systèmes de santé beaucoup plus puissants que le nôtre, on a vu, avec le flux qui est tombé sur eux, l'incapacité devant laquelle ils se sont trouvés pour prendre en charge. Et nous, notre combat, c'est justement de nous battre en amont pour éviter cela, pour ne pas en arriver à cette situation. Parce qu'il arrivera un moment, quel que soit l'engagement et le professionnalisme des personnels de santé, le personnel et nos besoins d'équipement ne pourront pas nous permettre de faire face. Et c'est de ce point de vue que je considère que notre responsabilité est engagée, individuellement et collectivement, pour que ces acquis que nous avons, qu'on ne puisse pas les remettre en cause en laissant le pic, une flambée s'installer. Or, le seul moyen, c'est le respect des mesures. D'accord. 64 milliards donc, en soutien au secteur dans le cadre du Force Covid-19. Parallèlement, des réflexions sont entamées. Le président de la République s'est entretenu il y a quelques semaines avec les personnels et les professionnels de santé en vue des solutions structurelles post-Covid. C'est donc dire qu'il faut nécessairement stabiliser les systèmes et de façon définitive, durable. Absolument, absolument. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de ce que j'ai appelé la souveraineté sanitaire. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, on est en train de généraliser à l'échelle des régions et des départements la mise en place d'un paquet minimum de services pour prendre en charge les cas à l'échelle locale. Oui. Ça, c'est une évolution fondamentale. Vous aurez remarqué les pays où on a le plus réussi la lutte contre le Covid, c'est les pays qui ont connu un niveau de décentralisation tel que leur système de santé local est un système puissant.
Aujourd'hui, avec tout ce que le président a décidé, le gouvernement, pour renforcer le système de santé, il va falloir qu'à l'échelle des régions, des départements, que les plateaux soient suffisamment relevés pour que les cas puissent être pris en charge de façon locale. Et là, pour y arriver, naturellement, c'est deux choses. C'est des ressources. Augmenter les infrastructures, mettre en place les équipements et former des personnels, y compris la spécialisation des personnels, pour qu'il y ait dans chaque région autant de cancérologues nécessaires, autant de gynécologues nécessaires, autant de spécialistes nécessaires pour qu'à ce niveau, les problèmes de santé qui se posent puissent être pris en charge et que aussi, une autre dimension extrêmement importante, c'est l'appui au diagnostic. C'est ça. Parce que si vous regardez un système de santé, un médecin, il est là, en amont, il y a l'appui au diagnostic, la biologie médicale et l'imagerie, médicale, et là, il a les médicaments. Le médecin, quand tu arrives chez un médecin, le premier acte qu'il pose, c'est un diagnostic. Oui. C'est la précision et la qualité de son diagnostic qui lui permet de décider de la qualité du protocole de traitement. Il détermine le soin. Le soin et l'identification des moyens de traitement, des médicaments les plus adaptés. C'est ça. Et c'est tout ce paquet. Donc il va falloir qu'au-delà du renforcement des hôpitaux et tout ça, qu'on puisse, dans chaque terroir, au moins à l'échelle de région, dans un premier temps, que le système de soins, l'imagerie médicale et le médicament soient suffisamment disponibles et suffisamment accessibles financièrement pour que les besoins sanitaires puissent être pris en charge au plan local. Et c'est de ce point de vue, nous avons un instrument très important qui est la CMU. La couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle. Mais elle fonctionne justement sur ce modèle-là. C'est ça qui en fait un outil puissant de gouvernance sanitaire. Un, la disponibilité du service. C'est ça. Il faut que le service de soins soit le plus rapproché possible de l'usager du système, du citoyen. Or, cette disponibilité, c'est d'abord des infrastructures, ensuite c'est des équipements et ensuite c'est des personnels. Deuxième axe de la stratégie, c'est le financement de la demande. Comment contribuer, parce que comme on dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et ce coût, il faut bien quelqu'un pour le prendre en charge. L'État prend pour l'essentiel jusque-là en charge et l'offre de soins et la demande de soins, par les gratuités de toutes sortes qu'il met en place. Mais ce n'est pas viable. Il faut aussi que le système puisse être amélioré de ce point de vue pour que les systèmes d'assurance maladie puissent être généralisés, que les mutuelles puissent se développer, etc., et que le citoyen puisse contribuer à la prise en charge de sa santé. Et le troisième axe du CMU, c'est la prévention. Pour qu'il y ait le moins de malades possible, de manière à ce que l'argent disponible soit utilisé le moins possible et que la pression sur le système de soins soit la moins forte possible. Alors, voilà les trois leviers de la couverture maladie universelle. Et c'est sur tous ces axes-là. Alors, maintenant, il reste un autre problème très important. Si vous observez le système d'offre de soins, nous avons le public, nous avons le privé, qui occupe une place très, très importante dans le système d'offre de soins aujourd'hui. On peut même dire qu'il y a le même nombre d'effectifs dans le public et dans le privé aujourd'hui. Et nous avons aussi le système de santé. C'est le même, hein? C'est le même effectif quand même. Voilà, non, je pense que, non, je dis en termes de nombre. C'est ça. En termes de nombre, aujourd'hui, le secteur, la santé, la médecine libérale s'est développé dans des proportions telles que le nombre de personnels, les effectifs de ce secteur sont presque équivalents au secteur du public. Donc, c'est devenu une donnée qu'il va falloir davantage intégrer. Et nous avons la médecine traditionnelle,
qui est la première référence de 85% des Sénégalais selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est tout cet ensemble qu'il va falloir, sur le plan local, créer des mécanismes pour que les gens puissent dialoguer, puissent partager et mettre en place un dispositif coordonné de prise en charge de la politique de prévention et de la politique de prise en charge. D'accord. En définitive, sur la base de tous ces enjeux que vous venez de décrypter, enjeux sécurité sanitaire, enjeux souveraineté, conscience, etc., finalement, le système de santé, c'est toute une politique. On va même dire, on a une politique de santé qu'il faudra réussir. Absolument, absolument. Comme disent les Wolofs, médecine dafa xat waaye santé dafa yaatu. Autrement dit, la médecine, c'est une affaire de professionnels et de spécialistes. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser à entrer dans ce secteur si on n'est pas sachant. Maintenant, il y a une politique de santé. Maintenant, il y a la santé à côté. La santé, c'est comment gérer mon état actuel, notre état actuel de bien-être physique, mental, psychologique, etc., etc. C'est ça la santé. Ça, c'est le premier capital de l'être humain. Comment le protéger? Et écoutez, je vais vous donner un exemple simple. Lorsque dans la rue, vous traversez, vous voyez des bananes, une feuille de banane qui traîne, et que vous la preniez pour le mettre dans une corbeille, mais vous avez posé un acte de santé. Ouais, parce que vous évitez une blessure. Vous évitez un accident, un accident et qui va avoir des conséquences et sur la vie et sur le système de soins. C'est ça l'enjeu de la santé. C'est pourquoi on dit santé de yatou, voilà, les gens. Tout aujourd'hui, ce qui est en jeu dans cette crise, c'est notre capacité à gérer notre capital santé, c'est tout. Et là, c'est des politiques mises en œuvre, c'est des politiques, des orientations. C'est justement toute la politique d'éducation pour la santé. Toute la politique d'éducation pour la santé. Votre directeur, nous avons travaillé ensemble. Il était un des directeurs les plus actifs et les plus performants de l'éducation pour la santé. Lorsqu'on était ministre de la Santé, on a pu réaliser beaucoup de réformes. On a pu sortir il a pu faire des produits télévisuels sur les maladies chroniques, parce que c'était la première fois dans l'histoire du Sénégal que les maladies chroniques étaient budgétisées et prises en charge. Parce que les maladies chroniques, diabète, tension... Et à l'époque, il fallait se battre pour voilà, vulgariser, donner de bonnes pratiques, etc. etc. Donc, c'est dire que c'est cette question qui est aujourd'hui la question fondamentale. Nous avons de bons médecins, ils sont motivés. Nous avons de bons personnels de santé, les sages-femmes, les infirmiers d'État, les agents de santé de diverses catégories. Nous avons un État engagé et prêt à mettre les ressources de façon même volontariste. Le grand combat, c'est le combat des comportements. Parce que vous savez, c'est ça qui est à la fois difficile et aussi intéressant dans un secteur comme la santé. Je donne une illustration. Lorsque nous étions en 2000, la politique de santé tournait autour de 3 grands objectifs. Baisse du taux de mortalité maternelle, baisse du taux de mortalité infantile juvénile, maîtrise du taux de fécondité. Toute notre politique était centrée à titre principal. Et vous verrez là que c'est le couple mère-enfant qui était au cœur de notre politique de santé. Sauver la vie des femmes qui accouchent, sauver les enfants, parce que le taux de mortalité était... Alors, on était à 510 décès sur 100 000 naissances à l'époque. Cette même année, en 2000, en France, on en était à 15 décès sur 100 000 naissances. C'était ça la moyenne nationale, 510. Pour donner un peu l'étendue du chantier qu'il fallait gérer. Et nous avons constaté que la région de Tamba et de Kolda avaient des taux de décès qui doublaient la moyenne nationale. Ils étaient à 1100 décès. Et on a pris des initiatives, on a organisé des campagnes de recherche comportementale pour voir, nous comprendre d'où vient ce phénomène. Et lorsqu'on a fait cette évaluation, on s'est rendu compte que 90% des femmes enceintes ne faisaient pas de consultation prénatale. 90% ne faisaient pas
comme il ne faisait pas de consultation prénatale, il faisait des accouchements non assistés, à domicile, avec tous les risques qui s'y attachent. 80% étaient anémiés, plus les mariages précoces. Des enfants qu'on marie alors que même leur appareil génital n'est pas suffisamment structuré. Alors, vous aurez remarqué qu'aucun de ces déterminants n'est un déterminant de santé. C'est d'ordre culturel, d'ordre anthropologique, etc., etc. Et c'est ça un peu la contrainte qui pèse. Quand tu construis des routes, tu aides à prendre en charge et le déplacement, l'évacuation, etc., etc. Quand tu agis sur le comportement des gens, tu... Alors, donc, c'est dire que la grande difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui est que dans nos plans de relance du système de santé, on doit intégrer, il faut que l'éducation pour la santé, la recherche comportementale, pour voir où se trouvent les goulots d'étranglement et les facteurs bloquants dans la conscience et le comportement des gens, comment les suivre. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Voilà, parce que ça va toujours avec un niveau culturel assez élevé. Plus le niveau culturel est relevé, plus on est proactif. Mais plus il est bas, faible, plus on se laisse aller. Et c'est de ce point de vue que l'éducation rencontre aussi la santé. Et c'est de ce point de vue... Alors, il y a tous ces beaux chantiers... Ça montre un peu l'importance de structures comme le Service national d'éducation de la santé, dont vous avez parlé tout à l'heure, et que notre directeur général Racine Talla a eu à diriger. On comprend mieux maintenant son engagement aujourd'hui sur les questions plus maintenant son statut de maire santé. Qui le met, voilà. Effectivement. Alors, on passe rapidement au comité de suivi Force Covid-19 qui a tenu sa première réunion. C'est une structure qui a été mise en place par le président de la République en vue d'une gestion transparente et objective des fonds qui ont été dégagés dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Du point de vue de sa composition, voilà, de sa pertinence, vous pensez qu'elle sera à la hauteur de cette structure-là? Ah oui, je pense qu'au début, il y a eu, ce qui est un peu normal, il y a eu des débats, mais je pense qu'ils se sont quand même rapidement dissipés. Voilà, parce que l'enjeu, c'est la gestion quand même de plus de 1000 milliards. Hein. Et je pense que le dispositif mis en place par le président de la République pour gérer a été un dispositif suffisamment clair, suffisamment transparent et organisé de façon suffisamment ouverte pour mettre à l'aise l'ensemble des acteurs de notre composante de notre société. En tout cas, moi, je n'ai aucun souci de ce côté-là. Je pense que voilà, c'est une bonne structure et puis qui a les hommes, les ressources pour faire du bon travail. Abdou Fall, vous êtes avec d'autres anciens ministres de la Santé, signataires d'une tribune dans laquelle vous réfléchissez sur les solutions à apporter face à cette pandémie. Vous dites que les solutions doivent être globales. Et en parcourant un peu ce texte, je vois que vous rejoignez quand même la position du président Macky Sall sur la dette de l'Afrique, mais aussi sur ce nouvel ordre mondial qui s'impose. Absolument, absolument. Ce comité, il est venu de façon très fortuite. Un think tank tunisien voulait organiser une téléconférence pour partager les expériences de gestion de l'épidémie dans un certain nombre de pays, en Afrique, en Europe. Alors, ils ont choisi un ancien ministre de la Santé de France, Mme Nora Berra, qui est française, mais d'origine algérienne, qui a été ministre de la Santé. Ils m'ont proposé, pour participer à l'animation et rendre compte, Mme ministre de la Santé de Tunisie. C'est de là qu'on s'est retrouvés, le débat a été intéressant et qu'on a pensé qu'il fallait lui donner un prolongement. Et on y a associé Mme Diaba de Mauritanie, avec qui j'ai partagé beaucoup d'expériences de gestion de lutte contre les épidémies sur le fleuve Sénégal, avec le ministre malien, et Mme, une professeure Dorothée du Bénin. Donc, nous avons lancé cette idée juste pour créer une plateforme d'échange, voilà, qui donne la possibilité de rendre compte de ce qui se fait d'innovant. Parce que, écoutez, le cas du Sénégal, on en a parlé d'ailleurs dans nos publications, nous avons des jeunes qui ont beaucoup innové. Par exemple, un respirateur a été créé à Thiès. Je pense que c'est l'école polytechnique supérieure de Thiès. En Tunisie, des robots ont été créés. Voilà.
comme les robots qu'on a vus, qui ont traité les patients, qui ont évité le contact entre les personnels soignants et les malades en Chine, etc. Donc ce sont beaucoup d'innovations. Nous avons pensé qu'il fallait créer une plateforme pour les faire voir et voir comment appuyer. Voilà. Et ensuite, développer, il y a une réflexion stratégique qui s'impose aujourd'hui, telle que le président Macky Sall en a pris l'initiative. Je passe sur la question de la dette. Et tout le débat qu'il a lancé sur le continent pour un nouvel ordre mondial, parce que le rôle d'un leader, se mesure dans sa capacité à formuler des réponses adaptées aux problèmes qui se posent à sa communauté, à des étapes déterminées de son histoire. Aujourd'hui, les défis de santé nous ont montré que, parce qu'ils sont intervenus dans un contexte où le système économique mondial, le système politique de gouvernance du monde était sérieusement entamé, remis en question. Parce qu'il y a eu le modèle qui a été dominé jusque-là, c'est un modèle qui fonctionne sur le primat de la force sur le droit et marqué par des inégalités que rien ne justifie. Et c'est ça d'ailleurs qui a justifié les propositions du président Macky Sall pour qu'on retourne à une gouvernance de nouvelle génération, voilà, qui crée un rééquilibrage, un rééquilibre dans le rapport entre les pays riches et les pays pauvres, parce que là, nous prenons tous conscience de notre communauté de destin et de la nécessité de gérer les problèmes dans la solidarité et la co-responsabilité. Le monde d'aujourd'hui ne peut plus continuer de fonctionner sur un modèle de partenariat basé sur l'alliance du cheval et du cavalier. Voilà. Il faut qu'il devienne de moins en moins vertical et de plus en plus horizontal. Et ça, c'est valable à l'échelle internationale comme à l'échelle de nos nations. Et c'est un peu toutes ces leçons que nous devons tirer. Vous percevez la question sous l'angle plutôt stratégique. Absolument. Alors que peut-être d'autres voient l'aspect économique. Les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects sanitaires, les aspects scientifiques. Parce qu'il faut aussi que le débat... Je pense que moi, le président a posé un acte fort du point de vue symbolique en appelant son collègue malgache pour s'intéresser aux produits. Bien que le Sénégal a une expérience, il le sait, il sait l'expérience du Sénégal. Mais comme là-bas, apparemment, c'est porté à un niveau très élevé de l'État, on s'est intéressé de savoir quelles sont les solutions. Et ce qu'il faut en tirer, c'est un appel pour que les élites africaines, les scientifiques africains, avec l'aide des États, et des institutions de gouvernance communautaire de gouvernance de l'Afrique, voilà, et l'ambition d'être au cœur des débats. Il faut que l'Afrique participe à ce débat avec à partir de sa vision et à partir de ses propositions. Parce que ce qui est en jeu, c'est un peu toute une recomposition au plan international dans la gouvernance du monde. C'est devenu inéluctable. Et c'est une bonne occasion pour l'Afrique de faire un sursaut en matière de politique d'intégration. Donc on ne doit pas laisser le débat aux Occidentaux, même si ils ont parfois l'impression d'avoir le monopole de la vérité sur l'autre. Écoutez, c'est de bonne guerre. Moi, tu sais, que quelqu'un ait une ambition planétaire, mais c'est excellent. Arrangeons-nous pour en avoir nous-mêmes. Oui. C'est aussi simple que ça, et on en a les moyens. On a les ressources naturelles, on a les ressources humaines, on a les ressources scientifiques, on a notre jeunesse qui est un capital colossal. Tout ça combiné, mais je dis l'Afrique peut être présente de façon digne à ce que au rendez-vous du donner et du se recevoir, comme le disait à l'époque le président Senghor. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Abdou Fall, d'être venu à cette émission. Merci. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Nous étions avec Abdou Fall, ancien ministre de la Santé. À dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Point de vue.